7h36 avec la fin programmée du secret bancaire. C'est une certaine opacité du secteur financier qui vole en éclats, reflet emblématique d'une volonté de transparence. Le mot est lâché, qu'on retrouve dans pas mal de domaines, la transparence justement. Comment comprendre cette aspiration à la société transparente? Quels en sont les bénéfices? Quels en sont les risques aussi? Pour en parler, le plaisir d'accueillir un sociologue, Olivier Glacé. C'est vous, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue à l'Université de Lausanne, vous êtes spécialiste des nouveaux médias, des réseaux sociaux. Ça tombe bien, on va parler de ça. On entendait Yves Nideguer, le politicien genevois, tout à l'heure à propos du secret fiscal et appliqué à la Suisse, enfin la fin du secret fiscal appliqué aux citoyens suisses. Il dit il y a un rapport qui change là, on ne fait plus confiance aux citoyens. Il y a une perte de confiance. Alors pour vous, vous êtes sociologue, vous n'êtes pas fiscaliste, vous n'êtes pas banquier, mais ce coup de projecteur qui va faire voler en éclats le secret bancaire, y compris pour les Suisses, est-ce que c'est salutaire ou est-ce que justement on casse quelque chose qui va du lien de confiance entre un citoyen et son État? Alors effectivement, il y a des ambiguïtés, presque fondamentales entre transparence et confiance. La transparence a une longue histoire, on pourrait remonter à Rousseau, on pourrait s'intéresser à la manière dont la transparence a été constitutive d'une manière de penser la modernité. Le contrat social, oui. Voilà, et de, comment dire, de battre en brèche des opacités qui étaient érigées en forme de pouvoir à différentes époques. Et donc la transparence a été vécue, et à juste titre, comme une forme d'avancement de la société sous différentes formes. Mais peut-être qu'on arrive aussi dans des circonstances où on pourrait dire que trop de transparence, est-ce qu'elle est toujours porteuse de ces mêmes valeurs? Par rapport à la confiance, on peut dire simplement n'avoir aucun élément d'information par rapport à une situation, on ne peut pas faire confiance, c'est juste un saut de foi. D'un autre côté, avoir toutes les informations possibles et imaginables, on n'est plus dans la confiance, on est dans le savoir. Et il y a d'après moi, il y a quand même un risque de croire que la transparence va nous dédouaner d'avoir besoin de faire confiance. On est dans le savoir, j'allais dire, on est dans le contrôle, c'est le début du contrôle aussi. Alors ça, c'est l'autre partie qui est importante de cette mise en visibilité de l'autre. Comme l'a montré des auteurs comme Foucault, je veux dire, rendre visible, c'est aussi prendre le pouvoir. Parce que, je veux dire, la transparence, ce n'est pas un état naturel de la société, elle est toujours construite, et la question qui se pose, c'est qui gère cette transparence, qui l'impose à l'autre? Est-ce que c'est un rapport de transparence symétrique? Et là, j'allais dire, en tout cas, quand on évoque des accords internationaux et des rapports de force, on se rend bien compte que la transparence est aussi le produit d'une négociation. Et il faudrait connaître les détails des accords pour savoir si cette transparence est une nouvelle forme d'assujettissement, c'est-à-dire une mise en visibilité asymétrique, où une partie des gens sont soumis au regard de l'autre, et là, le regard, c'est justement l'objet la manière de contrôler, et si d'autres peuvent s'en dédouaner ou s'y soustraire parce qu'ils sont, j'allais dire, les promoteurs de la transparence, mais ils n'y sont pas soumis directement. Alors je reprends vos termes, c'est passionnant. Sommes-nous là dans une transparence, par rapport au secret bancaire, sommes-nous là dans une transparence asymétrique, Olivier Glacé? Alors, je ne suis pas un spécialiste du domaine bancaire, mais d'ailleurs, dans d'autres domaines, je pense que ce qu'on appelle transparence, c'est une manière un peu, j'allais dire, peut-être réductrice de parler justement de ces asymétries de la transparence. Je donne un exemple tout simple qui vient plutôt de mon domaine. Si on regarde dans les réseaux sociaux, il y a cette volonté on parle souvent du fait que les gens mettent beaucoup d'informations en ligne, et on parle d'une forme de transparence, mais il y a une part qui est opaque, c'est la manière dont justement ces plateformes utilisent la transparence des personnes. Il y a une transparence horizontale, c'est-à-dire celle que l'on se donne, alors des fois assez maladroitement les uns les autres, et qu'on négocie les uns les autres, ça c'est peut-être aussi un autre aspect sur lequel il faudrait revenir. Et puis aussi la transparence verticale, celle que le système génère, et toutes ces informations que nous donnons à l'opérateur de ces plateformes. Et donc il y a souvent entre les gens qui sont les promoteurs d'un système de transparence sont ceux qui détiennent en fait un pouvoir supplémentaire par rapport aux gens qui essayent de jouer le jeu de cette transparence. Où est la limite là? Alors vous n'êtes pas fiscaliste, je l'ai dit, vous êtes sociologue. Où est la limite là? Vous observez tout ce qui est en train de se passer. Évidemment, les États-Unis mènent le bal. On voit que Mme Hilmer-Schlum veut aussi abolir le secret fiscal pour les... j'ai dit secret fiscal, oui c'est ça, finalement pour les citoyens suisses. Où faut-il mettre le curseur là? Est-ce qu'on va trop loin? Alors je pense que la question, alors elle est difficile à trancher. Je pense que la question
le premier élément, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire celui de la réciprocité, c'est-à-dire est-ce que c'est une négociation équilibrée de la transparence ou est-ce qu'elle est univoque? Et puis après, on est quand même, on a beau évoquer toutes les vertus de la transparence, mais on ne peut pas ignorer que peut-être que le secret, que l'oubli, que des éléments qui sont dans l'ombre ont aussi leurs vertus. Pour vivre heureux, vivons cachés, qui disait ça? Alors, je ne sais pas si vraiment il faut vivre caché, mais pour bien discerner les choses, il faut un jeu d'ombre et de lumière. Oui. Et je pense que d'avoir que de la lumière, ça ne permet pas forcément de bien distinguer les aspérités de la réalité. Et donc, je pense que c'est sans doute un peu réducteur de voir dans la transparence une solution à l'ensemble des problèmes, parce que c'est justement ignorer ces aspérités, ces contours obscurs qui sont de toute façon à l'œuvre et qui sont d'une certaine manière aussi une part nécessaire de la société. À l'époque de l'après-guerre, au moment les gens pensaient, par exemple, à l'époque de la cybernétique, on essaie d'imaginer, on était un peu dans les précurseurs de l'Internet. On avait identifié le secret comme un des grands mal dont souffrait la société, et que, entre autres, le fait qu'on avait pu mentir au peuple avait été un des grands problèmes de l'avant-guerre, et que la propagande s'était construite, entre guillemets, sur un manque de transparence entre les différentes nations. Et donc il y avait cette volonté vraiment de vouloir construire une transparence aboutie, mais en se faisant, alors c'est un but tout à fait légitime, mais en se faisant, on a aussi construit des nouveaux systèmes d'opacité qui sont construits sur la technologie. Mais la réponse à ça, à ce que vous dites à l'époque, après-guerre, on disait les autorités nous mentent, les États nous mentent, etc., le peuple est floué. Bon, la réponse à ça, c'est Wikileaks, depuis quelques années, dont certains disent qu'il n'appartient pas à la démocratie, Wikileaks, mais à la dictature, une dictature en quelque sorte qui est contenue dans la démocratie, qui est consubstantielle à la démocratie, Wikileaks. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la dictature aussi dans Wikileaks, qui veut tout rendre transparent, même de façon parfaitement illégale, qui veut tout montrer, tout offrir? Qu'en dites-vous? Alors moi, ce que je constate, en ayant suivi un peu l'évolution de Wikileaks, c'est qu'ils ont dû eux-mêmes faire l'apprentissage de ce que c'est que la transparence. C'est-à-dire que, si on regarde les versions initiales de ce qu'était Wikileaks, il y a une vision un peu, presque, naïve, de mettre en accès public le plus d'informations, c'est-à-dire une vision assez basique de ce qu'est la transparence. Et avec le temps, on a vu, et ils ont dû faire l'apprentissage des fois un peu douloureux, comme toutes les informations n'étaient pas bonnes à faire circuler telles quelles, ça mettait en danger des personnes, ça créait des problèmes. Ils ont dû ils ont décidé de s'allier avec des médias ou d'autres acteurs, parce que, recueillir l'information, c'est pas encore la transparence. Il faut avoir des gens qui sont capables de rendre lisible cette information. Et un des problèmes dans lequel on est dans notre société actuelle, c'est moins la masse d'informations que la capacité de les traduire. Si on prend un autre exemple, c'est toutes les caméras de surveillance qu'il y a dans une ville comme Londres, qui est un des endroits qui est presque le plus transparent en termes de surveillance vidéo. Le grand problème, c'est les ressources pour regarder ces caméras, pour exploiter les données de ces caméras. Et puis après, c'est quel est le pouvoir qu'on donne aux gens qui ont justement ce moyen d'essayer de trier dans cette masse d'informations les informations qui sont pertinentes et qui font sens pour leur promotion, alors d'une meilleure équité ou d'une meilleure démocratie, qui est peut-être un des buts initiaux de ces organisations. Bon, il y a quelques bénéfices effectivement alors il y a les caméras de surveillance, mais de cette capacité d'aller voir dans les recoins de tous les ordinateurs, c'est la lutte contre la criminalité, le terrorisme. On a vu ce qui s'est passé avec Boston. Cette transparence-là, il y a le Patriot Act aux États-Unis que nous n'avons pas en Europe, m'a permis aussi d'arrêter les terroristes assez rapidement. Alors, effectivement, il y a des règles que la société se donne à elle-même pour accéder à certains types d'informations qui sont assez problématiques. Je ne sais pas si je suis d'accord que dans mon téléphone portable, il y a une porte d'accès systématique, ouverte, et qu'on puisse y accéder sans forcément me demander l'autorisation, ou que ce soit le fruit d'une procédure judiciaire qui soit certifiée. Vous n'avez plus le choix, de toute façon, c'est comme ça. Et ça pose un problème. Et puis, il y a un autre problème qui est, consubstantiel de cette transparence organisée par les États, c'est la transparence telle qu'elle est, vécue et promue par les utilisateurs eux-mêmes. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à Boston, il y a énormément de gens qui se sont inventés agents de la transparence, c'est-à-dire qu'ils ont analysé des kyriades de photographies pour essayer d'identifier eux-mêmes les criminels. Ils ont donné énormément de fausses pistes, d'ailleurs, à la police. Et là, on passe à un autre niveau, c'est la transparence, non pas uniquement comme un problème entre gouverné et gouvernement, mais aussi comme une espèce d'aspiration collective, et souvent un peu, il y a une séduction de la transparence qui peut des fois confiner au voyeurisme, et aussi cette volonté de participer à une espèce de grande
phénomène de transparence collective, de s'inventer soi-même des rôles dans cette transparence, mais qui peuvent avoir des dérives autour des formes de, je sais pas, de délation ou de lynchage. Il y a un fascisme là derrière aussi. Finalement, Facebook, c'est le rêve de tous les dictateurs. Tout le monde se livre sans qu'on leur demande, hein, c'est ça ? Je pense qu'il y a eu pas mal de naïveté quand on a parlé autour des événements en Iran et après dans certains pays de l'utilisation des médias sociaux comme justement un moyen. Alors ils ont effectivement, j'allais dire, ils ont fait office de mise en transparence. Souvent on a parlé du phénomène comme quoi le roi était nu, oui. Pour parler de certains dictateurs en place qui tout d'un coup, à cause des réseaux sociaux, les gens pouvaient enfin se rendre compte qu'ils n'étaient pas les seuls à penser la même chose par rapport au gouvernement, et donc il y a eu un affaiblissement du pouvoir. Mais malheureusement, au même moment qu'il y a ce dévoilement, donc ce dévoilement positif, se rendre compte qu'on n'est pas le seul à penser et partager ses opinions, se constituent alors de manière plus ou moins automatique des bases de données redoutables dont on pourra seulement évaluer sur le long terme la portée, où on a pu faire des cartographies des tenants de telle ou telle position politique, et les dégâts, les bénéfices et les dégâts de ces transparences dont les réseaux sociaux en sont les moteurs, on est encore loin d'en avoir fait complètement le bilan.